de répondre aux besoins esthétiques, émotionnels, spirituels, intellectuels de la société amazigh ou bien des communautés amazighes, parce que c'est difficile de parler de la société amazigh. Comme vous le savez, les Amazirs, ils sont hétérogènes, alors et bien sûr, ils sont éparpillés sur un vaste territoire nord-africain. Alors, comme toute société, alors donc je cite Louis Joubert, alors il n'existe pas de peuple sans poésie, sans utilisation particulière du langage correspondant à ce que nous appelons poésie. Alors, et bien sûr, les Amazirs ne vont pas déroger à la règle. Alors, donc, ils vivent à travers et par, alors, donc, la poésie. Alors, comme vous le savez également, la société amazigh est une société à tradition orale. Il a fondé son système d'échange et de transmission des savoirs, des connaissances, des traditions, des valeurs sur le médium oral. La voix du poète occupe une place importante dans le paysage culturel et artistique, dans la mesure où il est le lieu de la mémoire et de la conscience de son groupe. Son apport est considérable du point de vue littéraire, mais sur le point, ou bien sur le plan linguistique, le rapport du poète à la langue suscite de nombreux questionnements. Son activité, comme je viens de le signaler, est basée sur le travail de la langue. Alors, et bien sûr, il manipule la langue, il opère des transformations sur la structure de la langue, des transferts sémantiques, des écarts syntaxiques, et bien sûr, également, on peut dire qu'il transgresse en quelque sorte les conventions sociales en ce qui concerne l'utilisation de la langue. Alors, dans ce sens, il y a des questions qu'on peut poser. Quel est l'impact de la pratique poétique des Indiasmes, bien des poètes amazirs, sur la langue et sur les pratiques langagières des Amazirs? En tant que porte-parole de sa communauté, comment le poète contribue-t-il à la perpétuation de la mémoire et à la conservation de l'identité culturelle de son groupe? Alors voilà les questions auxquelles je vais essayer donc de répondre. Alors bien sûr, ma communication, je l'ai abrégée alors pour se conformer, donc pour respecter le timing réservé bien sûr à l'intervention de ce genre. Alors, donc, comme toute production poétique, la poésie amazigh est animée par le souci du rythme et de l'harmonie. La prosodie, dans le cadre de l'oralité, occupe une place centrale dans cette activité artistique et nous allons voir bien sûr pourquoi justement. Alors donc, il y a le côté formel alors donc, qui intervient énormément dans la conception et la composition bien sûr de la poésie. Alors les techniques de la versification n'ont pas exclusivement un but esthétique, alors et stylistique, elles ont également une finalité mnémotechnique, c'est-à-dire en rapport avec la mémoire, sans doute pour déjouer les limites de la parole en acte. Parce que bien sûr la poésie, lorsqu'elle est proférée, alors bien sûr c'est un acte qui se distingue par sa fugacité, alors par un contexte d'énonciation qui impose des restrictions, et bien sûr il y a une menace permanente de disparition, parce que chaque énoncé poétique qui est prononcé, il doit être mémorisé immédiatement, sinon il est voué à la disparition. Alors il y a également toute une symbolique gestuelle. Alors donc au niveau de la gestualité, alors et articulatoire, c'est-à-dire au niveau de l'intonation,
qui accompagne la parole poétique et va dans le sens de conforter la mémoire. Alors bien sûr, on peut parler d'une sorte de théâtralisation, alors donc de l'acte poétique, justement par la voix, par le geste, par alors donc le corps, et tous ces éléments-là, ils ont un but mnémotechnique, ça veut dire c'est pour alors donc graver le texte dans les mémoires. Alors, comme vous le savez bien sûr, l'œuvre littéraire poétique en particulier est conservée uniquement par la mémoire collective, bien sûr, dans le contexte de l'oralité. Alors, il n'a plus d'existence en dehors de sa réalisation orale. Il est amené donc à être recréé et actualisé pour éviter sa disparition. Alors, je cite Milut Taifi. Milut Taifi, c'est un grand spécialiste de la lexicologie amazigh, mais également il a beaucoup travaillé sur la poésie du Moyen Atlas. L'actualisation énonciative des textes ne prend forme que énoncés, proférés, déclamés ou chantés en passant par la voix qui la génère. Fin de citation. Et la transmission sont deux facteurs importants dans la conservation du patrimoine oral en général et de la poésie en particulier. Alors donc on peut comprendre qu'il y a un va-et-vient alors donc entre le collectif et l'individuel. Alors bien sûr donc ce qui est énoncé par le poète, alors donc il devient une propriété collective alors donc du groupe, et bien sûr c'est le groupe qui conserve alors donc l'énoncé poétique comme je viens de dire. Alors, ce qui est notable également, c'est que le poète amazigh a en projet l'utilité morale de son texte, le souci d'enseigner et de rappeler à ses auditeurs les valeurs fondamentales de la société. Et bien sûr, ça, c'est la dimension, on va dire, culturelle. La fonction identitaire inhérente au texte poétique, en tant que signe de reconnaissance pour les membres du groupe, qui ne se reconnaissent qu'en participant à une même culture et en tant qu'agent de cohésion, de perpétuation des valeurs, traverse tous les textes. Alors maintenant, j'en viens à l'élément bien sûr principal, à savoir l'apport de la poésie, bien sûr en ce qui concerne la langue. Et nous allons voir que la pratique poétique chez les Amaziens, au moins alors donc dans le Moyen Atlas, et je crois également que c'est le cas, bien sûr, de toutes les régions du Maroc, c'est que la poésie, elle contribue alors, à former ce qu'on appelle une koiné, c'est-à-dire une sorte de langue standard alors, au niveau régional. Alors, chaque parler local, alors donc, comme vous le savez, bien sûr, il y a donc des régions, il y a ce qu'on appelle des aires linguistiques, et bien sûr, chaque parler local est circonscrit dans le territoire du groupe qu'il utilise. Il est notable de constater qu'à côté, bien sûr, des frontières géographiques, il y a des différences linguistiques. Et bien sûr, il n'est pas permis, alors ça c'est un constat qu'on peut vérifier, il n'est pas permis d'utiliser des termes relevant d'un autre parler au risque de se faire ridiculiser, ou bien on risque également donc d'être rejeté par son groupe. Alors en tout cas, bien sûr, c'est notre cas bien sûr dans le Moyen Atlas. Alors par exemple chez nous, il y a beaucoup de parlers et chaque groupe veille jalousement sur les propriétés de son parler. Alors et bien sûr, si on ose par exemple utiliser un terme qui ne fait pas partie alors donc de son parler, alors bien sûr on risque d'avoir affaire alors donc à des moqueries, peut-être même donc des représailles, etc. Alors cela fait partie alors donc dans ce qu'on peut appeler la concurrence intertribale, interrégion, etc. Chaque groupe a une identité spécifique qui s'exprime à travers son parler et ses traditions culturelles. Parler l'idiome des tribus voisines peut être considéré comme un acte déloyal, c'est-à-dire une sorte de trahison entre parenthèses. Alors surtout si les tribus avaient
Alors donc un passé mouvementé, alors donc avait bien sûr des rapports conflictuels par le passé ou bien au présent. Alors, et bien sûr, le seul domaine dans lequel l'emprunt à d'autres parlers est toléré est la poésie. Alors donc, miraculeusement, alors bien sûr, on tolère l'emprunt à d'autres parlers dans le cadre de la poésie. Par contre, dans les conversations quotidiennes, alors ça, c'est un acte bien sûr inacceptable. Alors d'ailleurs, les poètes de grande renommée sont ceux dont l'influence va au-delà du territoire de leur groupe et leur succès dépend largement de l'usage d'un lexique varié et de leur ouverture sur d'autres parlers. Le recours au vocabulaire d'emprunt est un signe, par contre, alors donc c'est un signe d'érudition et de culture savante. Le groupe Zayan, par exemple, auquel j'appartiens, est connu par son parler, bien sûr qu'il y a des spécificités phonologiques, lexicales, etc. Et bien sûr, c'est un parler qui est reconnaissable dans toute la région. Il suffit de prononcer le premier mot pour vous dire vous êtes de la région de Zayan. Bien sûr, ça c'est reconnaissable dans le Moyen Atlas, dans le Haut Atlas et même dans le Sud-Est aussi. Donc, on peut reconnaître ce parler. Alors, donc, dans les conversations quotidiennes, comme je viens de dire, alors, aucun mot étranger, entre guillemets, c'est-à-dire qui appartient à notre parler, ne peut venir entacher la pureté, alors donc, entre guillemets, également, linguistique de cet idiome zayan. Cependant, les poètes zayan utilisent sans réticence un lexique varié, emprunté aux différents parlers alors, de l'Atlas central. Alors, nous pouvons donner, bien sûr, une multitude d'exemples qui montrent le recours permanent des poètes à ce genre de lexique qui est en usage chez plusieurs groupes linguistiques voisins. Alors, je demande à M. Yuba donc, de passer au slide suivante. M. Yuba, la lexicité au sein, c'est-à-dire c'est pour parler donc du territoire des Amazirs qui est tout le temps envahi par les étrangers, etc. Alors chez nous, dans le pays zayan, on ne dit pas aner, on dit rire. Alors, mais ici le poète, il a utilisé ce terme sans problème, et bien sûr c'est un terme qui est accepté, et bien sûr qui a une valeur. Alors donc, il a une valeur, on peut dire, esthétique, une valeur intellectuelle, etc. Qui est pour exprimer de nouvelles réalités, que ce soit des réalités émotionnelles, ou bien spirituelles, ou des objets du monde sensible. Alors, il opère des transferts sémantiques, alors à travers les emplois métaphoriques, qui confèrent au mot de nouvelles significations. Vous savez, bien sûr, chaque mot, alors donc, il ne cesse de s'enrichir avec de nouvelles significations, alors qu'on lui attribue, alors donc, tout au long des usages qu'on en fait. La création linguistique chez le poète, en particulier, passe par des associations inédites et des agencements qui présentent la réalité et les faits de manière inhabituelle et entraînent les mots dans des processus de signifiance en permanence. Ça veut dire que les mots ils ne cessent d'acquérir donc de nouvelles significations. Et bien sûr, chaque mot il a un sens premier et puis un sens second. Et parfois, le premier sens il disparaît. On garde le deuxième sens qui devient un sens premier sur la base duquel on construit alors donc une nouvelle signification et ainsi de suite. La dynamique de la langue se manifeste à travers les multiples possibilités de désigner les réalités et d'exprimer les différents états. Ce sont les contextes où il est utilisé qui donnent au mot sa nouvelle valeur. Il faut préciser que ce n'est pas le mot nouveau ni le syntagme nouveau qui constitue du valeur-signe, mais le contexte ou la situation qui autorise leur constitution. Le vieillissement est celui surtout des paramètres qui déterminent notre rapport au monde et au langage.
La poésie amazigh a une valeur documentaire, dans la mesure où il est un témoignage sur le rapport de la société à la langue. L'étude du vocabulaire de la poésie a pour but de montrer le degré de stabilisation et de la fixation ou de la croissance et de l'évolution d'une langue chez un poète. Comment arriver à dépasser le monde des apparences et à montrer l'essence des choses, à exprimer l'inexprimable, bien sûr en déplaçant habilement le sens des mots, en choisissant ses adjectifs, en approfondissant ses métaphores, mais aussi et surtout par l'accompagnement musical de la phrase. Parce que bien sûr, dans la poésie, on cherche toujours la musicalité de l'énoncé, et bien sûr, c'est ça qui lui procure son originalité et bien sûr sa valeur. Alors, le recours aux archaïsmes. Alors, nous allons le voir, bien sûr, que le poète a une prédilection pour les mots archaïques. Et au néologisme révèle relativement, bien sûr, le rapport que l'on a avec la langue. Ça peut être un rapport rhétorique, ça peut être un rapport poétique, scientifique, technique, communicatif, affectif, psychologique, idéologique, communautaire, identitaire, etc. Il faut souligner l'intérêt linguistique de ce phénomène quand on en fait un indicateur de l'évolution de la langue. La néologie est un phénomène qui indique la réalité évolutive de la langue. À ce sujet, il est étonnant de voir comment le rapport à la langue est toujours porté à la stabilisation de celle-ci. L'activité poétique est généralement subversive, comme je viens de le signaler tout à l'heure, et subversive des usages conventionnels de la langue. Cependant, on constate que le poète amazigh, alors bien sûr, ça c'est à prendre au conditionnel, parce que ça va nécessiter bien sûr donc une vérification. Alors on constate que le poète amazigh préfère se lever dans une sorte de conservatisme linguistique. Alors malgré l'originalité de ses métaphores et autres procédés qu'il utilise. Dans ce sens, il a un goût particulier pour les mots rares, qui ne sont pas sans effet sur la réception des énoncés. L'attachement du poète aux archaïsmes est dû à plusieurs raisons. Selon Janine Drouin, qui a fait un travail extraordinaire sur le cycle hagiographique du Moyen Atlas, donc c'est un livre qui a été publié dans les années 70. Alors il a dit certains mots sentis maintenant comme archaïques sont conservés parce qu'ils font référence à des valeurs culturelles auxquelles on les rattache implicitement. Tous ces traits de langue s'observent surtout dans les textes figés dont la transmission a été la plus fidèle et qui appartiennent le plus souvent à la littérature sacrée. Fin de citation. Alors les textes poétiques sont émaillés d'archaïsmes. Voici quelques exemples qui comportent des mots qui ne sont que rarement ou bien qui ne sont pas du tout en usage dans les pratiques langagières ordinaires. Masiouba. Voilà. C'est la slide qui se trouve avant. Encore en arrière. Voilà. Non, c'est pas si long. À l'arrière, c'est bon. Non, non, non. À l'arrière. Voilà, je crois que c'est ça. Alors 5 minutes, d'accord. هذه مشفع إذ أسفلة أدير aussi مشرفي. Alors vous avez ici Eva Usfula. Ça c'est un terme que je n'ai jamais entendu et que j'ai découvert dans ce poème de Boazan Moussa. C'est un grand poète, comme je disais, c'est un grand poète de Riva. Alors Eva Usfula, alors ça veut dire que c'est la première nuit passée par un mort au cimetière. Alors donc vous voyez ici, c'est grâce à la poésie qu'on a pu conserver donc ce mot qu'on peut considérer comme archaïque. Alors donc nous avons la slide suivante.
La suivante. Alors, nous avons donc ce fragment également et de l'Ghra, une tagoraq, amaniok khasif, Cheikh Admar, Youmzaz, aucun khtirmin ou aman. Alors, tirmin, ça c'est un terme également qui est très très rare. Alors, et bien sûr, on peut découvrir. Alors, donc, dans la poésie, tirmin, ça veut dire les petites vagues, c'est-à-dire tirzazi, tirmin ou aman, mais ici, ça c'est un emploi métaphorique parce qu'il parle de la cherté de la vie et bien sûr donc les problèmes qui l'accompagnent. Nous avons également un autre fragment, Lagar Shek Jibal Al-Nimi, Smona Kamis, Adaz Khas Kagirich, Afri Norekin. Nous avons également ce terme Akamis, donc Kils, ça vient du verbe Kils. Nous avons Technost. Alors, ici, c'est pour parler des économies qu'on peut faire, c'est-à-dire l'argent qu'on a épargné. Alors, et donc, ça également, c'est un emploi qui est très très rare. Je vais voir. Alors, nous avons également un autre fragment, Barrach Dunitag Okmach, Talulei Filidis. Alors, nous avons également ce terme Filidis. Alors nous avons Aflidis ou bien Iflidis. Alors donc bien sûr, ici ça c'est une image qui est puisée dans l'environnement social et culturel du poète. Alors le Iflidis qui veut dire généralement un cheval ou bien un mulet. Alors bien sûr dans le battage, l'activité agricole du battage du blé, on utilise des animaux bien sûr qui sont attachés les uns à côté des autres pour former donc un groupe qui tourne de manière giratoire alors pour réaliser le battage donc du blé. Et bien sûr, le cheval, ou bien la jument, ou bien le mulet qui se trouve à l'extrémité, ça s'appelle Iflidis. Et bien sûr, Taloi Iflidis, c'est-à-dire la course de ce cheval, parce que sa trajectoire elle est très très grande et donc il doit faire preuve d'endurance. Et bien sûr, ici, la métaphore, c'est pour signifier les contraintes de la vie, les peines, bien sûr, qu'on se donne dans la vie. Alors donc, pour respecter le timing, il y a beaucoup, bien sûr, d'exemples que j'ai collectés. Alors, je passe directement à la conclusion. Alors, en matière de poésie, les mots sont dotés d'une signification particulière et d'un pouvoir enchanteur qui n'est pas sans effet sur l'auditoire. La composition des pièces en vers est souvent assimilée par les Amazirs à l'activité du tissage. On parle de tiwint. Je ne sais pas si vous savez ce terme dans la région, tiwint, c'est-à-dire le nœud. Alors tiwint, c'est pour parler donc des agencements d'énoncés dans un poème. Alors bien sûr, pourquoi cette comparaison? C'est pour montrer à quel point cette activité exige beaucoup de précision, exige un savoir-faire et bien sûr une grande dextérité. Alors cet exercice de la parole mesurée a partie liée avec la vitalité de la langue. C'est-à-dire lorsqu'il y a une grande production littéraire et surtout poétique, ça montre bien sûr que la langue jouit d'une vitalité, d'un dynamisme, etc. La croissance ou la régression d'une langue ne sont plus déterminés par l'usage qui est fait de cette langue dans un groupe social. C'est plutôt dans les formes de l'échange, dans les circuits de la communication, par le jeu de nécessités économiques et idéologiques, artistiques et stylistiques que l'on peut lire les transformations du langage. Les textes poétiques amazirs traditionnels sont les véhicules d'un lexique riche et d'images qui ne cessent de se renouveler. Elles sont aussi émaillées de mots archaïques qui sont conservés parce qu'ils font référence à des valeurs culturelles auxquelles on les rattache implicitement. Tous ces traits de langue s'observent surtout dans les textes figés, dont la transmission, bien sûr, se fait de génération en génération. En tant que véhicule de langage, la voix poétique possède des valeurs linguistiques et des valeurs sociales et culturelles. Ces dernières se rattachent à la parole préférée comme acte de création
et de volonté d'existence. Parce que, bien sûr, la poésie, ça nous donne une existence culturelle sans laquelle, bien sûr, on n'existe pas. Alors, cependant, je termine sur une note un peu négative. Cependant, le poète Amazigh évolue dans un contexte contraignant, où sa parole perd de plus en plus de force, ce qui constitue un signe de régression de la vitalité de la langue amazigh. Sur ce, je vous remercie et merci. Alors,